L'endroit a l'air paisible, une de ces chocolateries chics qui sentent l'argent à plein nez, mais à l'intérieur, les commérages vont bon train. Accoudés au comptoir, deux types taillent un costard à un jeune homme qui lit tranquillement dans son coin. C'est Xiaowen, le mystère local, il vit ici depuis 8 ans et personne n'a la moindre idée de ce qu'il fait dans la vie. Le plus grande gueule du duo affirme que c'est une poule mouillée, il l'aurait vu passer son chemin sans broncher, alors que des racailles encerclaient son fils. Avec sa tête d'ange et son physique de brindille, les mauvaises langues l'ont déjà catalogué comme un bon à rien qui ne tiendrait pas 2 secondes dans une bagarre. Heureusement, le patron a la tête sur les épaules et prend sa défense. Pour lui, Xiaowen est un garçon en or, toujours prêt à rendre service aux voisins. Un bon bêta qui est simplement un peu trop réservé. Le vieux regrette même de ne pas pouvoir le présenter à son fils aîné, sous prétexte que le pauvre petit n'a pas un sous-vaillant. S'il savait ce que ce garçon tranquille cache vraiment, il en ferait une attaque sur le champ. Xiaowen prend congé d'un geste poli et rentre chez lui sous la lueur de la lune. Il ne rêve que d'une boisson chaude et d'une fin de soirée paisible, mais dès qu'il franchit le seuil de son appartement, l'atmosphère devient pesante. Il se sert une tasse, mais en croisant son propre reflet dans la vitre, l'instinct qu'il a tenté d'enterrer pendant 10 ans se réveille en sursaut, il n'est pas seul. Derrière lui surgit un homme qui respire le danger grand, brun, avec des yeux verts qui percent l'obscurité comme des projecteurs. L'inconnu ne tourne pas autour du pot et lui balance qu'il a rouillé, qu'il a perdu ses réflexes et que n'importe qui peut s'introduire chez lui. Xiaowen est pétrifié. Cela fait une décennie qu'il se cache de la guilde des assassins, et voilà que son passé défonce sa porte sans frapper. Le visiteur esquisse un sourire de prédateur. Il lui annonce qu'il n'obéit à personne, qu'il est la seule loi ici, et pousse le vice jusqu'à préciser qu'il n'est pas venu seul. La tranquillité de Xiaowen vole en éclats, car cet homme est loin d'être un étranger pour lui. Soudain, les souvenirs de ce qui s'est passé il y a 10 ans dans cet entrepôt de la côte nord refont surface. À l'époque, Xiaowen avait sauvé la vie d'un jeune alpha de haute lignée, celui-là même qui se tient devant lui. Zuozen n'a pas oublié sa dette, même si le cadeau qu'il apporte ne ressemble en rien à un merci. Xiaowen n'a aucune envie de jouer la carte de la nostalgie. D'un geste vif, il lance un couteau visant directement la gorge de l'intrus, mais celui-ci ne sourcille même pas et la lame finit sa course dans le mur. Il lui ordonne de déguerpir, mais les menaces d'un assassin à la retraite ne font plus peur à personne. Zuozen se moque ouvertement de lui. Il lui reproche d'être passé du statut de légende vivante de la guilde à celui de rat d'un village paumé. Tout ça pour l'avoir sauvé. Xiaowen se prépare à lui clouer le bec lors d'un second assaut. Mais soudain, le monde se met à tanguer. Son corps le lâche au pire moment possible. L'arme lui échappe des mains, et il s'effondre lourdement. C'est là qu'il comprend que son café était piégé, ce n'était pas un manque de précision. C'est que la boisson était bourrée de sédatifs. Zuozen le rattrape avant qu'il ne touche le sol, profitant de l'instant pour le savourer de près, délecté par son propre triomphe. Le mythique Jing, l'homme qui terrifiait les mafias, n'est plus qu'un campagnard mis KO par une simple tasse de café. Zuozen affiche la mine de celui qui vient de décrocher le gros lot. Cela fait 10 ans qu'il traque son sauveur pour régler ses comptes, et Xiaowen va vite comprendre que les dettes de sang se paient avec les intérêts. Désormais hors de combat, il va devoir faire face au créancier le plus tenace au monde, le seul capable de le pister pendant une décennie pour être là quand le rideau tomberait. 10 ans plus tôt, l'enfant aux yeux verts percevait déjà ce que les autres ignoraient. Au beau milieu de la nuit, il montre à son père une silhouette sur le toit Jing, un tueur à gages qui se déplace dans l'ombre avec plus d'élégance que de morale. Le père en profite pour lui donner une leçon sur les affaires louches, expliquant que ce type se charge d'éliminer la pire racaille, des narcos au plus profond du dark web. Le vieux se vante d'être un client régulier, mais quand le petit demande pourquoi il n'est pas leur garde du corps, le père le recadre, aucun portefeuille ne peut s'offrir les services d'une légende qui facture comme un magnate. Surplombant la scène, Jing dévisage le gamin avec l'air de celui qui a déjà fait une croix définitive sur l'humanité. Avant de repartir à ses affaires, le père le confie pour une semaine à des oncles qui, soyons honnêtes, ne sont pas vraiment les flèches de la famille. Dans son innocence, le petit se persuade que si Jing élimine les méchants, c'est qu'il fait forcément partie des gentils. C'est la logique implacable d'un enfant quand il se met à admirer la mauvaise personne. Les gardes du corps lui disent d'arrêter ses bêtises, que ce type est un fantôme qui ne sort de l'ombre que pour l'odeur du fric. Les pauvres, ils ne se doutaient pas de l'obsession qu'ils étaient en train de nourrir. 10 ans ont passé, le gamin a grandi, il est devenu dangereux et a fini par obtenir ce qu'il voulait, son tueur préféré dort désormais dans sa propre chambre, et on devine qu'il ne l'a pas ramené juste pour lui servir d'escorte. En ouvrant les yeux, Jing tombe sur ce regard vert braqué sur lui, accompagné d'un sourire du genre à vous faire vérifier si tous vos organes sont encore à leur place. Enfin réveillé, lui lance-t-il avec un calme à vous glacer le sang. L'ex-tueur tente de réagir, mais il a l'impression d'avoir été percuté par un poids lourd. Zuozen ne scie pas et lui conseille de ne pas forcer la dose qu'il lui a injectée pour l'endormir, n'était pas vraiment une marque de courtoisie. Sans tourner autour du pot, Zuozen va droit au but, pourquoi l'avoir cherché? Et que veut-il de lui après tout ce temps?
La réponse tombe, brute, c'est toi que je veux, simple et efficace. Le type a passé 10 ans à le traquer, et comme il ne comprenait pas lui-même l'origine de son obsession, il a jugé plus simple de le kidnapper pour tirer ça au clair. Un raisonnement de psychopathe de haut vol tout à fait normal. Soudain, l'air s'alourdit et un parfum floral commence à envahir la pièce. Ce ne sont pas n'importe quel phéromone. Jing se remémore alors les rumeurs et les avertissements qu'il entendait sur le gamin, des années plus tôt. Il s'avère que Zuozen n'est pas un alpha ordinaire. Il a hérité de son vieux un sang qui représente un véritable danger public. Contrairement aux autres, son corps dégage une odeur capable de mettre à genoux le plus endurci des bêtas. C'est une arme biologique qui, maintenant que le jeune homme a mûri, peut briser la volonté de quiconque respire à proximité. En gros, le type possède le charisme d'un gourou de secte concentré dans ses pores, soit tu obéis de ton plein gré, soit ton système nerveux décide que c'est le seul moyen de continuer à respirer. Jing finit par recoller les morceaux et réalise son erreur. Le type qui le tient aujourd'hui à sa merci et le regarde comme un jouet neuf est celui-là même qu'il a sauvé 10 ans plus tôt. Visiblement, la gratitude n'était pas incluse dans le pack. Le silence règne dans la chambre, mais la tension est palpable, presque électrique. Zuozen a acculé sa proie contre le lit et n'a pas la moindre intention de la laisser filer. Avec un petit sourire arrogant, il lui demande si ses phéromones sentent bon, comme si envahir son espace vital était une faveur dont l'autre devrait s'estimer heureux. Sans se démonter, Ziyan le repousse fermement pour marquer son territoire. Il lui rappelle qu'il s'appelle Wen Ziyan et qu'il ferait mieux de garder ses petits surnoms affectueux pour quelqu'un d'autre. Zuozen en a que rilentre dans son jeu et le rebaptise sur le champ, tout en le prévenant de demander ce qu'il veut maintenant, car après il sera trop tard. Le type se pavane, comme s'il était le maître des lieux. Jian l'a déjà cerné, il sait que ce type ne cherche qu'à le contrôler, exactement comme tous les autres obsédés qui lui tournaient autour. Mais Zuozen lui rit au nez. Il joue les offensés et prétend être différent, qu'il le suit depuis 10 ans et que, contrairement au reste du monde, lui sait être un chien fidèle. Ziyan lui oppose une logique implacable. Si tu es si obéissant, pourquoi n'as-tu pas déguerpi quand je t'ai envoyé balader tout à l'heure pris de court? Le type se tait. Ziyan prend alors l'initiative. Il lui ordonne de cesser de libérer son odeur et de fermer les yeux une bonne fois pour toutes. Zuozen accepte, amusé par le défi. Il s'abandonne totalement et laisse Ziyan lui effleurer le visage avec une douceur déroutante, comme un chat en quête de caresses. Sauf que le gars n'est pas là pour les câlins, il cherche une faille. D'un mouvement vif, il passe derrière lui et le saisit fermement à la gorge. Il l'avertit que lui offrir son dos est un geste suicidaire et lui demande s'il n'a pas peur qu'il l'étrangle sur le champ. Zuozen ne scille même pas. Il se laisse aller en arrière avec une confiance agaçante, tendant le cou comme s'il ne s'agissait que d'un jeu. Il a compris que si le prix à payer pour que l'amour de sa vie le touche et de se faire attaquer, c'est un marché qu'il accepte volontiers. Le fou savoure l'instant, tout en lui murmurant qu'il est inutile de lutter contre l'inévitable. Mais alors qu'une brume turquoise commence à saturer l'air, Zuozen comprend enfin pourquoi l'atmosphère sent si bon. Ziyan n'a pas libéré ses phéromones pour combattre, mais pour lui embrumer les sens et gagner du temps. Le type est resté scotché. Ce n'est pas tous les jours qu'on croise un bêta avec une odeur aussi prenante. Zuozen commence sérieusement à se dire que ce gamin cache bien plus que son simple passé de tueur à gages. Pendant que l'alpha reste là, presque envoûté par ce parfum, un de ses hommes déboule pour lui annoncer que le petit s'est fait la malle par l'entrée principale. Et regardez-moi le travail, Ziyan ne s'est pas contenté de filer, il a carrément dépouillé ce pauvre type pour partir avec classe. Alors que le garde tente de bafouiller une excuse en caleçon, Zuozen n'en a strictement rien à faire de ses explications. Il réajuste sa veste avec un calme olympien qui fait froid dans le dos et convoque toute la bande. Ils doivent ramener leur seigneur, mais pas question de l'abîmer. Il le veut intact. De son côté, Jian joue déjà les voisins modèles dans son quartier. Il déambule tranquillement en saluant tout le monde, comme s'il ne venait pas de laisser un homme en sous-vêtements derrière lui. Pourtant, au fond de lui, il sait qu'il s'est jeté dans la gueule du loup. Zuozen a racheté le manoir du secteur, et c'est le genre de type qui, quand il a une idée fixe, ne lâche jamais sa proie. Le plus grave, c'est que pour s'échapper, il a dû griller sa meilleure couverture et exposer son secret. Normalement, les bêtas sont des gens banals, avec des phéromones insignifiantes, mais Ziyan fait partie des rares élus nés avec une odeur fonctionnelle. Il se rappelle le jour de ses 14 ans, quand il a compris que son parfum était identique à celui d'une plante censée attirer la fortune. En gros, le gamin sent le fric à plein nez. Ce secret a été son plus grand trésor, ce qui lui a permis de tenir le coup si longtemps dans le milieu. Le problème, c'est que le prédateur a maintenant senti sa trace et qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir mis la main sur le pactole. Ziyan rentre dans sa planque en espérant souffler un peu, mais il se fige net, quelque chose cloche. Il fouille partout, mais rien à faire, l'endroit est plus vide que les poches d'un étudiant en fin de mois. Pris de panique, Ziyan soulève les lattes de sa cachette secrète, mais le coup de grâce tombe, ils ont tout raflé, même ses munitions. Il ne lui reste absolument rien pour se défendre. Zuozen avait déjà racheté l'immeuble pour mieux le contrôler, le type à 3 coups d'avance, et Ziyan ne sait même plus sur quel pied danser.
Il grimpe sur le toit comme si ça allait régler ses problèmes, mais ce qu'il découvre une fois dehors le laisse sans voix. Des hommes sont postés sur tous les toits environnants. La nouvelle de sa présence a dû circuler, et ils sont tous venus pour lui. Au milieu de la troupe, une armoire à glace à l'air patibulaire le fusille du regard. Ziyan n'a même pas le temps de réaliser l'ampleur du comité d'accueil qu'un désaxé lui saute dessus avec un couteau en hurlant qu'il lui appartient. Il le plaque au sol en un éclair, mais l'agresseur n'a pas l'air de souffrir, au contraire. Il a l'air de vivre le plus beau jour de sa vie. Il s'avère que ce Gao Renzio n'est pas un tueur ordinaire, c'est un fanatique fini qui lui fait des petits cœurs avec les mains tout en le maintenant écrasé contre le béton. Le type est aux anges d'avoir son idole à portée de main, et semble apprécier la position bien plus que la situation ne l'exige. La scène est interrompue par le chef des opérations qui prend la parole. Il lui lance un ultimatum, soit il se rend et rejoint leur rang, soit il commence à nettoyer le quartier en utilisant les civils comme cible d'entraînement. Zuozen ne plaisante pas s'il ne peut pas avoir votre loyauté, il se contentera de vous forcer à regarder l'exécution de tout votre voisinage avant d'aller dîner. Ziyan tente le tout pour le tout en prenant le fou furieux en otage, menaçant de l'égorger, mais le leader n'en a absolument rien à cirer de la vie de son subordonné. Pire encore, le masochiste au sol le supplie carrément de lui trancher la gorge sans hésiter. Voyant que son otage ne vaut pas un clou, il décide de jouer son va-tout et se jette du haut du toit, fonçant tête baissée sur le chef. Mais Zuozen n'est pas un amateur, il le stoppe net dans son élan. Il lui arrache son arme d'un revers de main, comme s'il chassait une simple mouche. Fou de rage, Ziyan l'attrape par le col en exigeant qu'il laisse les habitants du quartier tranquilles. Il l'a exactement là où il le voulait et ne se prive pas de lui montrer avec un sourire victorieux. L'homme aux yeux verts sait jouer sale et lui fait comprendre que la survie de tout le quartier ne dépend désormais que de sa coopération. Ziyan baisse les yeux et voit les voisins passer, sans se douter une seconde que leur vie ne tient plus qu'à un fil. Il comprend qu'il n'a aucune issue. Il n'a d'autre choix que de baisser sa garde et d'accepter le marché. Zuozen a la noblesse d'épargner tout le village. Quel grand seigneur! S'il n'avait pas l'intention de s'incruster ici jusqu'à ce que Ziyan perde jusqu'à son dernier gramme de dignité. Une fois l'accord scellé, le chef s'empresse de marquer son territoire en se rapprochant bien plus que de raison. On voit bien que l'espace vital, il ne connaît pas. Il ne le lâche pas d'une semelle, au point de l'empêcher de respirer. Oula, c'était un peu trop de proximité à mon goût tout ça. Si le méchant respecte pas sa bulle et qu'il colle déjà le héros, faites comme lui. Jetez-vous sur le bouton s'abonner. Lâchez un like si vous avez eu mal pour lui, et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous aimeriez voir sur la chaîne. Allez, à plus. Zuozen profite d'avoir acculé Jian pour tenter de l'embrasser de force, mais Jian ne se laisse pas faire et lui plante les dents dans la lèvre. Il y va franchement. Le sang coule, mais loin de le calmer, cette douleur semble réveiller les pulsions les plus tordues de Zuozen. Ziyan s'essuie la bouche avec un dégoût viscéral, il ne veut rien avoir à faire avec ce psychopathe qui ignore visiblement tout de la notion d'espace personnel. Mais le fou ne bronche même pas. Il reste planté là, un sourire malsain aux lèvres, demandant avec un calme effrayant pourquoi il l'a mordu si fort. Il devient carrément oppressant, cherchant à savoir s'il s'agit de son premier baiser, tout en menaçant de liquider quiconque aurait osé le toucher avant lui. Ziyan le prévient qu'il va le fumer sur place s'il ne s'arrête pas tout de suite, mais ses menaces glissent sur l'autre comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Zuozen se lance alors dans un délire sur ses 10 ans passés à préparer sa vengeance, insinuant que Jian devrait s'estimer heureux d'être l'objet d'un tel dévouement. Il finit par le plaquer contre le mur et lui lâche froidement qu'il veut une relation dont aucun des deux ne pourra s'échapper. En clair, il lui annonce qu'il sera son otage à vie. Ziyan ne prend pas de gants et l'envoie paître sans ménagement. Il ne peut plus voir sa tronche, même en peinture. Mais comme le romantisme n'est clairement pas son fort, Zuozen décide de zapper les préliminaires sentimentaux pour passer aux choses sérieuses. Il lui broie la main en lui expliquant que, s'il n'y a pas de place pour les sentiments, il va commencer par s'approprier son corps, et pour s'assurer qu'il ne résistera pas, il lui rappelle qu'il tient la vie des civils entre ses mains. Ziyan se liquéfie sur place, sentant les mains du prédateur remonter le long de son cou. Il est pris au piège, en sueur, et le cinglé sait parfaitement qu'il a désormais le contrôle total de la situation. Zuozen se transforme en véritable limier et commence à inspecter son cou avec une insistance dérangeante. Ziyan tente désespérément de le convaincre de rentrer quelque part avant que ça ne devienne un spectacle public, mais l'obsédé n'en a rien à carrer du regard des autres. Il se paye même sa tête en lui demandant s'il a peur que tout le monde sache qu'il a enfin trouvé un homme. Zuozen fait une fixette étrange sur ses glandes et lui demande sans détour où il les cache. Selon sa théorie, si un bêta possède des glandes odoriférantes, elles doivent se trouver dans des endroits stratégiques comme la bouche ou le torse. Des zones qu'il est plus que prêt à fouiller de fond en comble. Ziyan tente de faire le fier en lui lançant que, même s'il finit par les trouver, il sera incapable de le marquer. Mais Zuozen affiche ce sourire de méchant de film qui signifie que la partie est déjà finie. Il lui rappelle que son sang est unique et que, s'il n'a jamais marqué personne, c'est parce qu'il se réservait exclusivement pour lui. Ziyan explose et lui crie de faire ce qu'il veut de son corps,
mais de ne surtout pas toucher à ses glandes. C'est son dernier rempart, son ultime défense, et s'il les perd, il n'aura plus rien pour lui tenir tête. Sauf que Zuozen a déjà grillé son jeu. Avec une précision chirurgicale, il pointe le côté droit de son cou comme si c'était une évidence. Le pauvre Ziyan panique totalement en réalisant que ses secrets n'ont pas tenu plus de 2 secondes face à lui. Avec un calme olympien qui fait froid dans le dos, Zuozen lui demande si, maintenant, il a enfin la permission de continuer. Ziyan comprend qu'il n'a plus son mot à dire. Il baisse les bras et lui lâche de faire ce qu'il veut. De toute façon, c'est foutu. Mais Zuozen n'a pas oublié que le blond lui a déjà glissé entre les doigts une fois. Il le prévient qu'aujourd'hui, il n'écoutera aucune excuse, et sans crier gare, il lui plante violemment les crocs dans la nuque. Les négociations sont terminées. Place au carnage. Zuozen le tient enfin à sa merci et il n'a aucune intention de lâcher prise. Le choc de leurs phéromones déclenche une véritable guerre chimique entre la puissance brute de l'alpha et la résistance désespérée du blond. Xiaowen lutte de toutes ses forces, mais la douleur de voir sa glande forcée devient insupportable, et il finit par perdre totalement connaissance. Le prédateur le rattrape avant qu'il ne s'effondre au sol, le portant comme un trophée de guerre tout en se demandant, avec un calme effrayant, pourquoi son odeur le rend si dingue. De retour au manoir, il attend que son nouveau jouet se réveille en cherchant des réponses. Il s'avère que le blond est une exception, alors que la plupart des bêtas n'ont aucune odeur, lui a hérité de la panoplie complète. Ses phéromones agissent comme un bouclier naturel qui rejette toute intrusion extérieure, ce qui rend son marquage presque impossible. Un défi que Zuozen brûle d'envie de relever. Il écoute le diagnostic avec un sourire de psychopathe. La souffrance de l'autre lui importe peu, son plan est de saturer le blond de son odeur, jusqu'à ce que ses défenses cèdent et qu'il soit marqué à vie. Il veut posséder chaque parcelle de ce corps, et ne s'arrêtera pas avant que le gamin ne lui appartienne définitivement. C'est le genre de détermination qui vous mène soit au sommet, soit droit en enfer. Même ses propres gardes restent sans voix devant une telle folie. L'un d'eux ose lui demander s'il ne craint pas que le blond ne se réveille avec des envies de meurtre. Mais Zuozen s'en moque. La mort ne lui fait pas peur, sa seule crainte, c'est que le petit ne lui glisse à nouveau entre les doigts. Il a atteint un tel niveau d'obsession qu'il ne sait plus s'il veut un amant ou un otage encore tiède. À son réveil, Xiaowen porte la main à son cou, et comprend que cette brûlure n'est pas due qu'au choc. Ses instincts ont été plus rapides que sa raison, érigeant un rempart pour repousser les phéromones de Zuozen. Ses glandes luttent pour ne pas être soumises, mais il sait qu'il ne tiendra pas longtemps si l'autre continue de forcer. C'est alors qu'une armoire à glace entre dans la chambre. Il s'agit de Gao Renyu, le frère aîné des jumeaux et le bras droit de Zuozen. L'homme tente de lui expliquer la situation, mais Xiaowen le coupe net, il n'a que faire d'un cours de biologie. Il veut savoir dans quel pétrin il s'est fourré. Renyu remonte alors sa manche pour lui montrer un tatouage de pimprenelle, le symbole de Burnett. Xiaowen se fige, car il ne connaît que trop bien cette marque. Bien qu'il se soit retiré il y a 10 ans, il n'a jamais cessé de surveiller le dark web et a vu cette organisation surgir de nulle part pour écraser toute concurrence. L'ironie du sort, c'est qu'il leur envoyait anonymement de l'argent pour les soutenir. Il a fini par financer son propre cauchemar. Renyu l'escorte ensuite jusqu'au salon principal, où Zuozen l'attend dans une mise en scène macabre. Il est en train d'exécuter un traître qui vendait des organes pour son propre compte. Pour prouver qu'il est un chef à principe, il lui vide son chargeur dessus devant tout le monde. C'est un patron, prévenant, il ne tolère pas que ses employés fassent du rap dans son dos. Xiaowen contemple le carnage et réalise enfin l'ampleur du désastre. Le gamin sans défense qu'il avait sauvé jadis, celui qu'il avait juré de protéger, est devenu le monstre à la tête de la mafia la plus sombre du pays. Zuozen ne cherche plus de protecteur, c'est lui, désormais, le maître du jeu. Zuozen débarque avec une dégaine de mannequin, mais ses fringues sont maculées de sang et son sourire ne laisse planer aucun doute, ce type n'a rien d'un enfant de cœur. Il lui fait faire le tour du propriétaire de son organisation, et Xiaowen manque de s'étouffer en réalisant la situation, le gamin qui l'a sauvé, il y a des années, est devenu le grand patron. C'est comme si tu adoptais un chaton, et qu'en revenant 10 ans plus tard, la bestiole était devenue un tigre du Bengale à la tête d'un cartel. Xiaowen cherche immédiatement une sortie, n'ayant aucune envie de replonger dans ce milieu, mais Zuozen lui broie le bras avec cette possessivité maladive de celui qui ne connaît pas le mot « non ». Il le plaque contre le mur, bien décidé à lui faire comprendre que les rôles se sont inversés. C'est là que Zuozen crache le morceau s'il a bâti cet empire. C'était uniquement pour venger son père et pour retrouver la trace de Xiaowen, qui coulait une retraite paisible au fin fond d'un village paumé. Burnett n'est pas une œuvre de charité, c'est juste l'outil que Zuozen a forgé pour répondre à la violence par une violence encore plus radicale. Son plan de vengeance est simple, éradiquer les fondateurs du groupe Kalpha. Et il en a déjà un dans le collimateur Cliff Quintin. Xiaowen se décompose car il connaît trop bien l'individu, c'était le médecin personnel de la famille de Zuozen. Le blond le met en garde, Quentin est un serpent dangereux, protégé par des gens haut placés, mais Zuozen prend ça pour un compliment. Il s'imagine que Xiaowen a passé toutes ces années à enquêter dans l'unique but de l'épauler dans sa vendetta. Pour lui, c'est leur projet commun. Xiaowen le stoppe net. Il lui balance froidement qu'il ne fait rien pour ses beaux yeux.
mais qu'il veut simplement finir le travail et rayer de la carte ceux qui lui ont filé entre les doigts autrefois. Zuozen éclate de rire et lui fait remarquer qu'il est dans un état lamentable, au point qu'il l'a maîtrisé sans effort. Bref, qu'il ferait mieux de ne pas traîner dans ses pattes. Le blond sait qu'il marque un point. Le sauvetage d'il y a 10 ans lui a coûté beaucoup trop cher. Xiaowen est comme un vieux téléphone qui essaie de faire tourner une application trop lourde, l'extérieur tient encore la route, mais ses poumons affichent un message d'erreur dès qu'il tente de se battre. Le silence devient pesant alors que Zuozen le maintient acculé, guettant le moindre aveu, espérant qu'il finisse par admettre qu'il tient encore à lui. Sauf que Xiaowen préférerait retourner au charbon comme tueur à gages plutôt que de parler sentiments. Il lui lâche en pleine figure que sa sécurité est le cadet de ses soucis. Loin de se vexer, Zuozen y voit un feu vert pour continuer son carnage. Si Xiaowen se fout qu'il crève, alors il n'a qu'à pas se mêler de son règlement de compte avec le médecin. Il a même le culot de l'inviter à piquer un somme, comme s'ils étaient à l'hôtel, avant de s'éclipser avec une assurance insupportable. Mais dès que le brun a tourné le coin, Xiaowen fait ce qu'il sait faire de mieux s'évaporer. Il sait que rester ici, c'est s'abonner aux emmerdes à perpétuité. 5 minutes plus tard, Gao Renyu déboule en hurlant que l'oiseau s'est envolé le blond, a sauté par la fenêtre et a disparu dans la nature. Gao pense qu'il a profité du fait qu'il ne s'en prenne pas aux civils pour couvrir sa fuite, mais Zuozen reste plus zen que s'il était en vacances. Il sait qu'avec ce corps délabré, Xiaowen n'ira pas plus loin que le bout de la rue avant que ses poumons ne déposent le bilan. S'il l'a laissé filer, c'est qu'il compte plus sur la fragilité du blond que sur ses propres gardes. Pour lui, son frère Jing ne s'échappe pas, il est juste sorti se dégourdir les jambes. Sa logique est totalement tordue. Il prétend que sa propre vie est désormais sa monnaie d'échange. En tant que chef de Burnett, il sait que la moitié de la ville veut sa peau, et c'est là son meilleur piège. Il se rappelle parfaitement que Xiaowen a failli y passer pour le sauver, il y a 10 ans, et il est persuadé qu'il ne le laissera pas mourir aujourd'hui. Peu importe ses grands airs d'indifférent. Pour ce grand malade, que l'autre s'enfuit n'est qu'une formalité, car leurs destins sont enchaînés. C'est une confiance aveugle qui relève carrément de l'asile. Dehors, les gardes sont en plein délire. Ils ratissent tout pour mettre la main sur l'assassin, mais le blondinet a déjà pris le large et se retrouve suspendu au plafond. Il en bave pour grimper de malheureux mètres, il est complètement à plat, dans le rouge, mais le voilà qui tente l'impossible. Il reste là-haut, en pleine hésitation, sachant pertinemment que s'il se tire, Zuozen finira par s'enfoncer tout seul dans son délire de vengeance. C'est dingue qu'il arrive encore à avoir de la peine pour le type qui le séquestre. Il finit par dénicher une entrée et tombe sur le boss qui pionce à poing fermé, sans l'ombre d'un garde à l'horizon. Zuozen a laissé la fenêtre grande ouverte, comme s'il lui balisait le terrain pour qu'il fonce droit dans son piège. Le blond s'introduit dans la pièce et reste là à fixer le chef, se remémorant l'époque où Zuozen n'était qu'un gamin qui pleurait jusqu'à s'endormir en quête d'un peu de chaleur. Mais ce gosse n'existe plus, il ne reste qu'un prédateur qui n'a plus rien d'innocent. Il s'est perdu dans ses souvenirs un peu trop longtemps, et au moment de faire machine arrière, une main le stoppe net dans son élan. Zuozen ne dormait pas du tout. Il l'attendait de pied ferme avec le sourire de celui qui a déjà gagné la partie. « Je savais que tu ne partirais pas », lui lâche-t-il, tout en l'envoyant valser sur le matelas avec une facilité déconcertante. Le blond essaie de protester, épuisé, mais l'autre le serre si fort qu'on dirait qu'il va lui broyer le poignet. Zuozen monte en pression et lui balance qu'il refuse de revivre la douleur de le perdre. Maintenant qu'il lui a remis la main dessus, il ne le lâchera pour rien au monde. Et c'est là que commence la crise du pauvre ex blessé. Zuozen avoue qu'avant, il le détestait pour son insensibilité, mais qu'en réalité, c'est lui-même qui l'haïssait pour sa faiblesse et son impuissance. Il sait très bien que le blond reste à ses côtés par pure culpabilité, parce que Jing crève de peur qu'il finisse comme son père. Mais pour faire celui qui s'en fout, le blond lui rétorque qu'il n'est qu'un cas parmi tant d'autres qu'il a sauvés dans sa carrière. Regardez-moi ce culot. Il le traite comme un moins que rien pour ne pas admettre sa propre obsession. Quand le blond le traite de tête de mule, Zuozen finit par péter un plomb et lui saute dessus avec une envie de marquer son territoire qui fait froid dans le dos. Le gars a beau hurler d'arrêter, le leader de Burnett n'entend plus rien. Il est passé en mode toxique et veut lui laisser son empreinte pour qu'il ne puisse plus jamais s'échapper. Leurs mains s'entrelacent et la tension finit par redescendre d'un cran, et même s'il semble renoncer à le marquer pour l'instant, le type ne lâche pas l'affaire. Il l'enlace sur le lit comme s'il était son bien le plus précieux en lui murmurant que rien ne presse. Après tout, selon ce psychopathe, ils ont tout le temps du monde pour que le blond finisse par se résigner. Le blond n'était pas là pour rigoler. À lui seul, il a balayé toute l'organisation Tarentule en une seule nuit de pure furie. Regardez-le, avec son masque et ses mains couvertes de sang, ce mec est une véritable arme biologique. Le problème, c'est qu'il s'est retrouvé au bord du gouffre après avoir distribué autant de coups. Allongé sous la pluie battante, il sentait qu'il avait enfin vengé ses parents et qu'il pouvait s'abandonner au repos éternel. Mais ce n'est pas la faucheuse qui est passée par là cette nuit-là, c'est Zuoe. Ce type prétend être un homme d'affaires, une étiquette bien pratique pour ne pas dire qu'il vit du sang des autres. Voyant que le gamin avait un talent inné pour le métier,
Il a jugé que ce serait du gâchis de le laisser se vider de son sang. Il l'a soigné, lui a donné un but et l'a adopté. Et le jeune homme, qui n'avait plus rien à perdre, a accepté de se mettre à son service. Des années plus tard, l'heure du vieux a sonné. Avant de rendre l'âme, il lui a demandé une ultime faveur: protéger son fils, Zuozen, coûte que coûte. Une requête qui semble noble, si l'on oublie le détail que le fils est un psychopathe qui le traite comme son jouet personnel. Xiaowen se réveille en sursaut, ce souvenir tournant encore dans sa tête, et la réalité le frappe de plein fouet. Il est coincé au lit avec le pire des toxiques. Il a le bras engourdi et son corps commence sérieusement à accuser le coup. Il brûle une énergie folle juste pour ne pas succomber totalement aux phéromones que dégage Zuozen. Son système est à bout, luttant pour ne pas lâcher prise. Il doit reprendre son souffle avant de tenter le moindre mouvement, car il est sur la réserve. Et pour couronner le tout, il y a toujours un curieux qui vient fourrer son nez là où il ne faut pas. Il s'avère que l'intrus n'est autre que Gao Renzio, le frère cadet. Le type a son propre fan club, à peine appelle-t-il un subordonné, que celui-ci accourt avec une dévotion qui frise le suspect. Renzio est obligé de le calmer avant qu'il ne lui saute dessus, et Xiaowen, observant la scène, se dit que le gamin est un drôle de spécimen, mais qu'il sait au moins obéir. Profitant de l'occasion, Xiaowen récupère des vêtements neufs, les siens n'étant plus que des loques. Pendant ce temps, dans le bureau du patron, l'ambiance devient pesante. Zuozen reçoit un rapport sur un certain Cliff Quentin, qui rôde près d'une vieille église servant de base à l'organisation Black Mamba. D'après Renzo, il avait lui-même presque rayé ce groupe de la carte avant de se retirer. Mais on dirait que les rats sont ressortis de l'égout dès qu'il a eu le dos tourné. C'est alors que Xiaowen débarque dans sa nouvelle tenue. Le changement est radical, il est impeccable, même si on lui intime l'ordre de se taire avant qu'il ne l'ouvre pour ne rien dire, et ne se ridiculise davantage. Zuozen le jauge du regard et, avec l'un de ces sourires qui vous font comprendre qu'il ne faut jamais lui tourner le dos, lui souhaite officiellement la bienvenue. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre à partir d'aujourd'hui. Xiaowen est son tueur personnel. Il lui lance un pistolet comme s'il s'agissait d'un jouet après tout, rien de tel pour briser la glace que d'armer un homme dangereux. Le blond rattrape l'arme et garde son sang-froid. Il sait qu'il doit jouer le jeu de ce fou jusqu'à ce qu'il ait récupéré toutes ses capacités. De plus, il a une dette à régler, il veut anéantir le groupe Kalfa et venger le père de Zuozen, ce qu'il n'a pas réussi à faire seul durant toutes ces années. Xiaowen ne se dégonfle pas, il charge l'arme et braque les gardes qui le tenaient déjà en joue. Il sait qu'avec Zuozen, sa vengeance ira plus vite, mais il n'a pas l'intention d'être un toutou docile. Zuozen, ravi par ce spectacle, fait sortir ses hommes pour s'entretenir seul à seul avec Brother Jing et voir si son instinct est toujours aussi aiguisé. Le blond le fixe droit dans les yeux, lui faisant comprendre que s'il travaille pour lui, ce sera selon ses propres conditions. Ouf, quelle tension de dingue! Si le héros a accepté l'arme tout en imposant ses propres conditions, c'est maintenant à vous de faire la loi. Dites-nous en commentaire quel manhwa vous voulez voir ensuite. Abonnez-vous sans plus attendre, et visez le bouton like avec plus de précision qu'un tueur à gages. Allez, salut!